Sud FM. Il est 22h. Sud Soir, le journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de ce journal, l'affaire du meurtre de Binta Camara, la perpétuité requise contre Papa Alioune Fall, le présumé meurtrier qui a fait face au juge ce vendredi. Meurtre d'un gardien de la grande mosquée de Touba dans la nuit du mercredi suite à une bataille. Le présumé meurtrier est arrêté et déféré par les éléments du poste de police de Gouimbinde. Reprise des cours pour les élèves en classe d'examen. Au CEM Blaise Diagne, des enseignants manquent toujours à l'appel. Aucun cours dispensé depuis hier pour certains élèves. Aucune explication n'a été donnée par l'administration de l'établissement. À Sédhiou, à cause des fortes pluies d'hier, les cours n'ont repris que ce vendredi avec des séances de sensibilisation sur la Covid-19. L'état d'urgence n'a plus sa raison d'être. C'est une mesure inefficace face à la propagation du coronavirus dans le pays, selon l'association sénégalaise des utilisateurs des TIC. La SUTIC, qui estime que la prorogation de l'état d'urgence n'est donc pas justifiée, invite le gouvernement à ne pas soumettre un projet de loi à cet effet. Le contradictoire qui porte ce vendredi sur l'abus et le trafic de drogue et le journal de la santé complète cette édition mise en onde par Alassane Ouad. Bienvenue. Sud Soir. Marie-Rosalie Ndiaye. Affaire Binta Camara, le ministère public a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre le présumé meurtrier Papa Alioune Fall. Son père, Malal Camara, dit être fier de la justice car ce serait une victoire pour toutes les femmes violées et tuées au Sénégal. Il est avec Boubacar Tamba. Bon, d'abord, une réaction de satisfaction. Je pense que la justice sénégalaise vient de démontrer encore que c'est une justice de professionnels. S'ils ont proposé aujourd'hui la perpétuité, je pense que c'est une victoire pour l'ensemble des femmes du Sénégal, c'est une victoire pour l'ensemble des femmes du monde, parce qu'il faut arrêter ces gens qui continuent à violer les femmes, des gens qui continuent à tuer gratuitement les femmes. Et aujourd'hui, notre justice a montré encore que c'est une justice dont on peut faire confiance. Et vraiment, je voudrais féliciter toute la justice sénégalaise, les remercier pour vraiment une instruction de qualité du dossier qui vient en tout cas de connaître son aboutissement aujourd'hui. Le verdict, c'est pour le 2 juillet? Bon, je pense que le verdict, en tout cas, va être confirmé. De toute façon, quelle que soit la décision, je pense que les femmes, c'est une victoire pour les femmes du Sénégal, parce que je sais que la vérité sera dite le 2 juillet. Meurtre d'un gardien de la grande mosquée de Touba dans la nuit du mercredi suite à une bagarre qui a viré au drame. Le présumé meurtrier est arrêté et déféré au parquet par les éléments de la police de Gouimbinde. Le lieutenant Moussa Faye, chef du poste, retrace les faits. Il a fait face à la presse ce vendredi. Ses propos sont recueillis par Toutisei. On a débuté l'enquête. Vraiment, il n'y avait pas de problème. Aussi, il a reconnu carrément les faits. Je tiens à préciser qu'à notre niveau, le gars a répondu normalement, le plus normalement du monde à nos questions. Il n'a pas fait l'objet, en tout cas, d'un comportement qui laisse présager que vraiment c'est un déficient ou bien c'est un errant. Il a laissé entendre qu'il était venu de Touba pour faire son allégeance à Serigne Aboumbake, Ibn Serigne Falil. D'après ces déclarations, les chambellans du marabout lui ont dit de retourner jusqu'à demain. Alors, il n'avait pas où passer la nuit et il est allé se coucher à la devanture de la mosquée. C'est là où la victime l'a trouvé et lui a donné ordre de quitter parce qu'il était interdit de dormir à la devanture de la mosquée. Alors, ils ont échangé violemment avant d'en venir au maire. Maintenant, le meurtrier qui a été atteint par la victime à coups de pierre est allé furtivement se réfugier par escalade au domicile de Serigne Fallou. Mais la victime, qui n'a pas été rassasiée de ses coups, lui aussi l'a poursuivi jusqu'à l'intérieur de la maison et la bataille a repris. Maintenant, le meurtrier, d'après ses déclarations, n'ayant aucune autre alternative et le gars continue à l'acculer de pierre, a sorti son couteau. En réalité, c'est genre ouvre-bouteille. Alors il l'a assommé de coups avant de l'égorger carrément. Sud FM.
Pas de cours depuis la reprise des enseignements et apprentissages au CM Blaise Diagne, c'est du moins ce que déclarent les quelques élèves trouvés sur place. Aucune explication ne leur a été fournie par le personnel administratif. Le seul enseignant trouvé sur place affirme pourtant qu'il a bien dispensé des cours. Au lycée John Kennedy, le port de masque est respecté. Mieux, le programme est réaménagé pour permettre aux élèves de réussir lors des prochains examens. Un reportage de Aïssatou Gueiba. Ils sont à peu près une vingtaine d'élèves dans la cour de l'école. Ils portent tous un masque, mais pour le laisser pendre au cou. D'ailleurs, ils n'ont pas fait un seul cours depuis hier, jour de la reprise. Aucune explication ne leur a été fournie par le personnel administratif au CM Blaise Diagne. En ce moment-là, nous n'avons pas encore fait le cours. Pourquoi? Parce que les profs ne sont pas encore venus. Le principal, il ne vous a pas donné de explication? Non. Il ne nous a rien dit? Il ne nous a rien dit pour le moment. On n'a fait aucune matière. Pourquoi? Parce que les profs ne sont pas là, ils ne nous ont donné aucune explication. Le seul enseignant que nous ayons croisé affirme qu'il dispense bien des cours. Puis hier, j'ai commencé mes cours depuis hier. Vos collègues aussi, ils ont fait pareil ou Oui, il y a des collègues qui étaient là hier. Aujourd'hui aussi, il y a des collègues qui sont là. Ah non, là, je ne suis pas en mesure de savoir combien sont là. Mais le principal de cet établissement ne souhaite guère se prononcer sur la situation qui prévaut en ces lieux. On nous rend donc compte à l'autorité et puis c'est terminé. Ailleurs, plus précisément au lycée John Kennedy, le constat prend une autre tournure. Élèves et enseignants sont dans les classes, port de masque respecté, un programme bien défini pour aider ces candidates au BFM à décrocher leur diplôme. Au lieu que ce soit des cours à dérouler où les élèves auraient à noter ou bien des fascicules à leur donner et ensuite expliquer, parce que ça risque d'être fastidieux et lourd, d'aller directement à la pratique. On leur donne des exercices, les élèves font les exercices, corrigent, on explique et en même temps, s'il y a un aspect de la leçon qui n'avait pas été vu ou qui n'avait pas été bien compris, eh bien le professeur en profite pour expliciter cela. En ce qui nous concerne, nous ferons tout notre possible pour qu'elles aient tous les outils nécessaires leur permettant de pouvoir faire face aux épreuves qui leur seront proposées. À Sédhiou, après un faux départ consécutif aux intempéries du jeudi 25 juin, élèves et professeurs ont finalement repris le chemin de l'école ce vendredi. La grande affluence est attendue à partir de ce lundi dans les différents ordres d'enseignement de la région. Les dispositifs idoines sont pris pour une bonne fonctionnalité des cours, assurance donnée par le secrétaire général de l'inspection d'académie de Sédhiou, Lamine Silla, au micro de Moussa Dramé. La reprise effective a eu lieu aujourd'hui le 26, puisque si hier nous étions à 16% au niveau des apprenants, aujourd'hui on est à 85%. J'ose espérer qu'à partir de lundi, nous allons atteindre les 99% ou les 100%. Au lycée Ibou Diallo, on attendait 16 profs, il y a eu 16 présents. On attendait 280 élèves, on a eu 232 présents. Au lycée Balamoussa Dafé, on attendait 290. On a eu 240. Au CM Fodé Kaba Doumbouya, on a là aussi 85% de présence. Dans les écoles élémentaires, à l'école 1 et 2, on a 95% de présence. Et c'est aussi valable dans les IF. Le taux de présence pour les enseignants avoisine les 98%. Et pour les élèves, nous sommes à peu près dans les 3 IF à 85%. Les enseignements apprentissages ont démarré. Tous les enseignants ont démarré d'abord par une sensibilisation sur le Covid-19, sur les mesures barrières, de sensibiliser les familles pour le port de masque et la distanciation physique. Alors le protocole sanitaire est respecté. Nous avons reçu un autre appui de l'adage, disons un stock 100 cartons de gel. Chaque carton a 12 bouteilles de 120 ml, ce qui fait 240 gel. 100 cartons de madar, 12 bouteilles, ce qui fait 240 madar. 100 lave-mains, 100 thermoflash et des documents pédagogiques pour les élèves du CM2. Nous avons mis à la disposition des IF justement ce matériel. Demande de non-prorogation de l'état d'urgence. La SUTIC adresse une note au président de la République pour l'Association sénégalaise des utilisateurs d'éthique. La mesure est inefficace pour lutter contre la Covid-19. L'association dénonce également la restriction des droits des populations et propose une approche communautaire basée sur le dialogue avec les citoyens pour vaincre la maladie. Ndiaga Diouf, président de la SUTIC, est joint par Adam Ndione.
Après 3 mois d'état d'urgence, l'augmentation du nombre de cas qui est passé de 79 en mars à plus de 6 000 en juin montre que l'état d'urgence n'est pas une mesure efficace de riposte au Covid-19. Non seulement il est inefficace, mais en plus il a des effets négatifs sur l'état de droit, en sus du coût social et économique très élevé pour la société sénégalaise. Par conséquent, nous estimons que la prorogation de l'état d'urgence n'est pas justifiée. Nous invitons donc le gouvernement à ne pas soumettre à l'Assemblée nationale un projet de loi en vue de proroger l'état d'urgence. Ainsi, l'état de droit serait restauré et un pas en avant est fait par le gouvernement vers une réflexion sur la résolution à long terme de la menace sanitaire dans une société soudée autour des valeurs et principes démocratiques les plus fondamentaux. Dans ce sens, nous invitons le gouvernement à faire appel à tous les acteurs tels que les juristes, les universitaires, les éducateurs, les religieux, la société civile, etc., en vue d'une concertation exclusive afin d'apporter une réponse sociétale à ce défi sanitaire. Et pour y répondre, nous recommandons au gouvernement d'user des textes existants, mais surtout de mettre en œuvre des actions de communication pour une appropriation citoyenne de la riposte. Le peuple sénégalais est l'allié naturel et incontournable pour une réponse efficace à cette maladie qu'est la Covid-19. L'engagement du peuple sénégalais s'obtient par une bonne stratégie de communication et non par la coercition. Nous réitérons notre appel au gouvernement de ne pas prolonger l'état d'urgence au-delà des 3 mois que la d'habilitation lui permet. Les 3 plus grands sites extra-hospitaliers pour la prise en charge des malades du coronavirus sont gérés par l'armée pour une capacité d'au moins 400 lits. Le personnel armé est également au niveau des hôpitaux et participe ainsi à la lutte contre la Covid-19, un soutien remarquable salué par les autorités sanitaires et des forces armées. Dr Abdoulaye Bousso, directeur du COUS, au micro de Hadisen. Je vais vous expliquer un peu la place de ces dispositifs dans la riposte en général. Nous sommes ici dans ce qu'on appelle un site de prise en charge extra-hospitalier. Donc comme vous savez, nous avons commencé la stratégie avec une prise en charge hospitalière, donc des structures de santé. Et quand nos capacités ont commencé à être atteintes, nous avons pris des sites extra-hospitaliers. Et ce site de l'aéroport est le premier site extra-hospitalier. Donc aujourd'hui, nous avons 31 sites dans notre stratégie de riposte. 22 sont des sites hospitaliers et 9 sont des sites extra-hospitaliers. Et ce qu'on peut retenir par rapport à l'appui des forces armées dans cette riposte, c'est que nous avons nos 3 plus grands sites extra-hospitaliers qui sont gérés par les forces armées. Donc c'est le site de Guéréo que vous avez visité avec M. le ministre de la Santé et le site de la base aérienne de Thiès, le centre d'enterrement tactique qui est aussi un de nos sites. Donc ces 3 sites qui sont gérés par l'armée nous donnent une capacité d'au moins 400 lits. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important. Maintenant, au-delà même de ces sites, nous avons un appui des forces armées à travers le personnel qui sont aussi présents, qui est présent dans nos autres sites de prise en charge, à l'hôpital d'Al-Djam, à l'hôpital de Diamniadio, même dans les régions, à l'hôpital de Touba. La première équipe qui a été déployée, c'est avec le soutien du ministère des Forces armées. Donc je pense que le concept Armée-Nation est bien mis en œuvre pendant cette crise, est vraiment souligné, et vous remerciez au nom du ministre de la Santé de l'appui du ministère des Forces armées dans cette lutte qui est, je pense, notre lutte, et espérons très rapidement arriver à mettre fin à cette lutte. À l'instant, le docteur Abdoulaye Bousso qui se prononçait à l'occasion d'une visite effectuée ce vendredi au centre de traitement des épidémies de Yoff par le ministre des Forces armées et du haut commandant de la gendarmerie. Des patients atteints du coronavirus hospitalisés dans ce centre ont profité de l'occasion pour dénoncer les mauvaises conditions d'hygiène dans leur lieu d'hospitalisation, une situation qui s'explique par l'absence du service de nettoiement Hadisen. À la fin de la visite, vers la sortie du hangar de l'aéroport Yoff, où sont hospitalisés des patients atteints de la Covid-19, un groupe de jeunes garçons à la fenêtre crie le ras-le-bol. Ils dénoncent les mauvaises conditions de vie à l'intérieur où juste le personnel du centre est habilité à y accéder. Ils interpellent ainsi le ministre des Forces armées qui ne leur a pas accordé 1 minute de son temps. Mais si vous l'avez dit, on aurait dû nous donner 5 minutes. On va en parler de Une situation qui s'explique par l'absence du service de nettoiement selon le coordonnateur technique du centre de traitement des épidémies de Yoff, le médecin colonel professeur Cheikh Tidiane Mboup. J'espère que vous avez entendu ce qu'il disait.
Et donc, c'est les problèmes d'hygiène à l'intérieur. Et il se trouve que ce matin, le personnel qui était chargé de faire ce travail n'a pas travaillé. Donc, pour des raisons, après que je n'ai pas détaillé, mais en tout cas, ils ont discuté avec les gens du ministère. Je crois que ce problème sera réglé. Donc, c'était un petit mouvement qui a fait que les déchets n'ont pas été collectés ce matin. Je crois que c'est un problème qui sera réglé dans l'après-midi. C'est quel genre de déchets? C'est les déchets que vous connaissez. Il y a des gens qui vivent à l'intérieur, ce qu'ils mangent et autres, c'est le genre de poubelle, les déchets. C'est pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous explique? C'est les ordures. Le CTE de Yoff, un site de prise en charge extra-hospitalier qui accueille 120 patients, hommes et femmes, un des plus grands centres. Donc on prend en charge des cas qui ne sont pas pris en charge dans les hôpitaux. Pas complètement asymptomatiques, mais qui ne présentent pas de signes de gravité ou de facteurs de risque d'évolution vers des formes graves. C'est ça la prise en charge extra-hospitalière. Le site a 120 places, donc on a 70 hommes, une cinquantaine de femmes, comme vous les avez vus. L'aile A, c'est pour les hommes, donc il y a 70 lits, et l'aile B, pour les femmes, 50 lits. Donc actuellement, ça tourne toujours plein. Chaque jour qu'il y a des sorties, on donne le même nombre aux SAMU qui les remplacent. C'était à l'occasion de la visite du ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, qui a magnifié le travail de l'armée. Il est accompagné par le haut commandant de la gendarmerie qui a remis un important don aux patients atteints de la Covid-19. Parlons à présent de la distribution de l'eau dans la commune de Nguékhor. Elle sera désormais confiée à Seno, une situation qui suscite déjà des réactions et la population demande l'audit de la gestion de l'eau par la SUFOR qui était jusque-là chargée de la distribution à Babacar Sow. Distribution de l'eau à Nguékhor, une commune du département de Mbour. C'est la Seno qui va suppléer la SUFOR. Une situation d'inquiétude pour le mouvement citoyen Seytou Nguékhor. Un mouvement qui, face à la presse, a lancé une alerte non sans demander l'audit de la SUFOR. Une occasion pour Seytou Nguékhor de demander aussi au moment opportun d'intégrer le personnel de la SUFOR au niveau de la société Seno. Souleymane Jules Diallo, porte-parole du jour de Seytou Nguékhor. Nous avions déjà organisé une manifestation pacifique pour décrier cette situation. Et nous demandons l'audit de la SUFOR et le fait de prendre la gestion de l'eau des mains de la SUFOR pour la confier à Seno. Nous demandons également l'intégration du personnel de la SUFOR dans cette société privée Seno. Une demande d'audit qui n'est pas du goût des responsables de la SUFOR, qui apporte ici des précisions. Selon la responsable locale de la SUFOR de Nguékhor, les consommateurs ne se sont jamais plaints de la distribution du liquide précieux qui a toujours été correcte. Fama Sarr, responsable locale de la SUFOR à Nguékhor. Nous avons commencé à gérer l'eau en janvier 2013. Nous n'avons pas crainte de cet audit. Nous pouvons apporter des éclaircies. Nous n'avons rien à cacher et nous sommes prêts pour cet audit. Quand nous prenions la gestion de l'eau, ici, il y avait des difficultés. Pendant 3 ans, on ne pouvait même pas subvenir à nos besoins. On ne m'a jamais rien reproché. Babacar Sow depuis Mbour pour Sud FM. Les membres de Pencum Sine Saloum Initiative pour le développement, un regroupement des gouverneurs, préfets et cadres à la retraite de l'ancien Sine Saloum et des fonctionnaires en activité du Sénégal et de la diaspora condamnent fermement certains acteurs politiques qui, selon eux, passent tout leur temps à critiquer sans proposer des solutions. En contrepartie, Mbagnick Ndiaye, ex-gouverneur à Ziguinchor et à Saint-Louis, président de Pencum Sine Saloum au micro de Mamadou Camara. Dans notre pays, les critiques sont trop faciles et ceux qui en ont l'apanaï sont ceux qui se retirent dans des salons doués, qui ont peut-être leur petit compte bancaire à part, qui participent à alimenter la critique dans la presse, mais qui ne suivent pas pour aider les populations. C'est là l'attitude la plus facile que nous jugeons comme étant irresponsable. L'attitude responsable, c'est d'être à la base, à côté des populations, d'aider à relever les défis. En aidant les populations à relever les défis, c'est pas parce qu'on est contre un gouvernement qu'on ne doit rien faire. Comme disait John Kennedy, chacun doit demander ce qu'il doit faire pour l'État et non ce que l'État doit faire pour lui. C'est dans cette mesure que nous gagnerons la bataille du développement économique et social. La construction du développement est une œuvre nationale pénélopéenne, c'est-à-dire qu'elle se fait et se défait tous les jours. On recommence pour atteindre de nouveaux objectifs et c'est à la clé que l'on peut parler de développement. Le développement n'étant rien d'autre qu'un processus
un processus, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu dans aucun pays un développement intégral. Prenez les États-Unis, prenez les pays les plus riches, mais il y a une frange de misère, il y a des bidonvilles aux alentours de New York, il y a les ghettos où sévit la pauvreté à New York. Donc si la plus grande puissance de ce monde a son seuil de pauvreté, a fortiori des pays comme les nôtres, nous avons intérêt à nous serrer les coudes et à mener la seule bataille qui mérite d'être menée, la bataille du développement économique et social sous l'impulsion du gouvernement qui est là. Parce que dans tous les cas et à toutes les époques, il y aura toujours un gouvernement qui est là, qui va essuyer des critiques, mais l'essentiel, c'est de tenir la barque pour aller de l'avant. Pour construire une opposition constructive, pour te donner une bonne conscience, pour te donner beaucoup de force, cette façon de critiquer-là n'est pas la meilleure. Il faut une critique objective et contributive, mais la critique criticienne qui consiste à tout détruire sur son passage, ça c'est du nihilisme et c'est négatif pour l'avenir des sociétés. Pencum Sine Saloum était à Fatick, Kaolack et Kaffrine pour remettre sa participation aux autorités dans la lutte contre la Covid-19. Le contradictoire. Le contradictoire, les lundis et vendredis, tous les sujets à controverse seront débattus dans le contradictoire. Un sujet, deux invités pour un regard croisé. Le contradictoire, c'est tous les lundis et vendredis sur Sud FM Sen Radio. La journée mondiale de lutte contre l'abus et le trafic de drogue célébrée ce vendredi 26 juin au Sénégal, un plan stratégique national de lutte contre la drogue a été élaboré pour la période de 2016-2020. La mise en œuvre de ce plan nécessite une synergie des actions. Selon Matar Diop, coordonnateur du comité interministériel de lutte contre la drogue, il répond à Babacar Samb. Matar Diop, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le coordonnateur du comité interministériel de lutte contre la drogue ici au Sénégal. Ce vendredi est célébrée la journée mondiale de lutte contre l'abus et le trafic de drogue. Le Sénégal est devenu une zone de transit. La situation inquiète. Alors, quelles sont les stratégies développées pour lutter contre le trafic? Pour les stratégies développées, juste peut-être vous dire dans un cadre beaucoup plus global, beaucoup plus holistique. Justement, on a élaboré un plan stratégique national de lutte contre la drogue qui couvre la période 2016-2020. Alors, ce plan stratégique comporte 4 axes. Le premier est relatif au renforcement du cadre juridique et institutionnel de lutte contre la drogue. Le second se rapporte au renforcement des capacités des acteurs. Le troisième est relatif à la réduction de l'offre et de la demande. Et le quatrième, enfin, concerne l'amélioration de la communication autour du dispositif. Voilà les 4 axes principaux et les principes directeurs. Donc, c'est d'abord l'approche basée sur la santé publique et le respect des droits humains, l'approche inclusive et participative, la prise en compte de la dimension genre dans la lutte contre la drogue, la gestion axée sur les résultats, la transparence et la redevabilité. Cette stratégie a d'abord été élaborée sur l'institution du président de la République qui a été donnée en Conseil des ministres. C'était pour justement élaborer un plan d'action national de lutte contre la drogue. Et au niveau de la conception même, il y a cette approche inclusive et participative. On a fait effectivement participer tous les représentants des forces de défense et de sécurité, mais aussi les organisations de la société civile. Parce que le comité interministériel comprend des représentants de ministères, plusieurs ministères, ministère de l'Intérieur, ministère des Forces armées, ministère de l'Éducation, de l'économie, des finances et du plan, mais aussi 6 organisations de la société civile. Et après approbation par le Premier ministre, ce document donc constitue le cadre de référence de la lutte contre la drogue au Sénégal. Et justement, au niveau des activités, beaucoup d'activités ont effectivement mis en œuvre, et ça, on le fait en collaboration avec tous les acteurs. Donc, il y a beaucoup d'activités de formation, par exemple, en direction de la société civile, des forces de défense et de sécurité. On a aussi des activités en termes de réhabilitation, par exemple, du centre de sensibilisation et d'information sur les drogues, Jacques Chirac de Thiaroye. En tout cas, beaucoup d'autres activités qui relèvent de plusieurs domaines. Naturellement, il y a toujours chaque année l'organisation d'une semaine nationale de sensibilisation et de mobilisation contre la drogue, qui est faite toujours en général dans la semaine du 26 juin. Parmi les axes également, il y a la coopération internationale. En fait, comment vous menez cette coopération? Bon,
dans le cadre de la coopération internationale, il a effectivement procédé à la signature de protocole d'accord avec naturellement entre le Sénégal et la Gambie, entre le Sénégal et la Guinée-Bissau et la Gambie aussi, mais aussi il a été organisé des opérations conjointes entre ces trois pays et naturellement des opérations qui ont donné quand même des résultats assez satisfaisants. Et ça, on l'a fait aussi en coordination et avec l'appui technique de l'ONUDC. Bon, dans le cadre de cette coopération, les protocoles d'accord prévoient effectivement des échanges d'informations et de renseignements, des échanges de bonnes pratiques, des échanges d'expériences, des opérations conjointes, des enquêtes conjointes, en matière de formation aussi, en matière aussi de politique technique et scientifique. En fait, c'est tous ces domaines-là qui sont couverts. Mais on a déjà un cadre juridique approprié pour pouvoir dérouler toutes ces activités, disons, communes. Matar Diop, je vous remercie. Merci bien, M. Sam. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du comité interministériel de lutte contre la drogue. Le contradictoire. En l'espace de 6 mois, une soixantaine de toxicomanes sont pris en charge au centre Jacques Chirac de Thiaroye, 10 à 11 personnes recensées en moyenne chaque année. La proportion de femmes reste très importante, mais au niveau national, la dernière étude remonte à 2011 et avait révélé 1324 usagers de drogue, ne serait-ce qu'à Dakar. Le coordonnateur du centre Jacques Chirac déplore le fait qu'il n'y ait plus d'études qui mesurent l'ampleur de la consommation de la drogue dans le pays. Cheikh Diop s'entretient ici avec Babacar Sam. Cheikh Diop, bonjour. Bonjour, M. Sam. Vous êtes le coordonnateur du centre Jacques Chirac de Thiaroye, un centre de prise en charge, mais aussi d'accompagnement pour le traitement. Oui, exact. Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre d'usagers de drogue pris en charge au niveau de votre structure? Bon, au niveau du centre, globalement, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on reçoit en moyenne chaque semaine 10 à 11 personnes qui ont des problèmes avec la drogue et qui viennent solliciter nos services pour une prise en charge et un accompagnement pour le traitement. Voilà, ce qui fait que dans le courant du mois, très facilement, on a effectivement un nombre important de consommateurs que nous recevons. Je crois que ce qu'il faut retenir par rapport à la situation de la consommation des drogues au niveau national, au niveau de Dakar, nous référer juste à l'étude qui a été réalisée il y a de cela quand même quelques années, c'était en 2011, au niveau du CEPIAT, et qui avait renseigné que rien qu'au niveau de la région de Dakar, on a pu enregistrer 1324 personnes consommatrices de drogues injectables, c'est-à-dire qui consomment des drogues telles que l'héroïne, la cocaïne et le crack. Ce qu'il faut déplorer peut-être, c'est qu'on jusque-là, au niveau national, il n'y a pas une étude qui mesure, en tout cas, l'ampleur de la consommation de la drogue de façon générale, parce que la réalité est que les consommateurs de drogue consomment essentiellement du cannabis, qu'on appelle le yamba, mais jusque-là, comme je dis, il n'y a pas une étude quand même qui a évalué le nombre de personnes qui consomment la drogue au niveau national. Donc, nous souffrons un peu de ce manque de données statistiques pour renseigner exactement sur le nombre de personnes consommatrices de drogue au niveau du Sénégal. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire à ce sujet. Mais au niveau de votre centre, est-ce qu'on peut avoir les estimations en termes de statistiques selon les catégories d'âge et de sexe? Pour la catégorie au niveau des âges, c'est des personnes dont l'âge varie entre 19, 45 ans, voire 50 ans, parce que c'est durant ces âges-là que les gens touchent généralement aux drogues. On note également l'implication des femmes. Il y en a quand même une portion pas égale à celle des hommes, bien sûr. Elle constitue une extrême minorité, mais quand même, il nous est arrivé, par exemple, l'année dernière, d'accueillir 3 femmes qui ont eu des problèmes avec la drogue et qui étaient venues vers nous pour une prise en charge. Donc, durant cette année, de janvier à maintenant, le nombre de personnes qu'on a reçues varie entre 60 et 66 personnes, je crois, qu'on est en train de suivre, qui sont dans un processus d'accompagnement. Parce qu'il y a qui viennent et qui ne reviennent plus. Ces gens-là, on ne peut pas les comptabiliser. Mais c'est ce qui, effectivement, sont dans un processus d'accompagnement, qui sont sous traitement et sous suivi psychologique au niveau du centre, sont, si je ne me trompe pas,
au nombre de 66. En tout cas, c'est environ 70 personnes de janvier à maintenant. Comment se déroule la prise en charge? La prise en charge se déroule de façon ambulatoire, c'est-à-dire que nous, on ne fait pas d'hospitalisation. Nous n'offrons pas un service médicalisé au sens propre du terme. Ce que nous faisons, c'est qu'à chaque fois qu'on reçoit une personne qui a un problème avec la drogue, on l'accueille au niveau de l'unité d'accueil de prise en charge. On fait ce qu'on appelle on développe le processus d'accompagnement, on l'écoute, on essaie un peu d'évaluer sa situation, on fait son anamnèse et en fonction de son état, on décide de son orientation vers une institution hospitalière. Et là, principalement, on oriente au niveau du CPIAT ou au niveau des services, en tout cas, qui prennent en charge les gens qui ont des problèmes de la drogue, tels que l'hôpital de Thiaroye, l'hôpital principal, etc. S'il s'agit de Dakar, si c'est dans d'autres régions, on a une unité quand même au niveau de Mbour. À Kaolack, il y a une unité qui est en train d'être mise en place également. Mais au niveau du centre, c'est ça le service qui est offert, c'est l'écoute et l'orientation. Et aussi le suivi et l'accompagnement, parce qu'il ne suffit pas seulement de traiter médicalement la personne, mais c'est de l'accompagner vers une réinsertion au niveau social, au niveau familial, de l'accompagner pour une réhabilitation. Et c'est ça le plus important. Parce que le traitement médical en tant que tel, ça ne dure pas, ça ne pose pas de problème. Mais ce qui pose le problème, c'est véritablement le processus de réhabilitation. La personne, au niveau de la société, au niveau de sa famille, et à ce niveau, on fait la médiation familiale, on accompagne véritablement pour une réinsertion à la fois professionnelle, parce que c'est des gens qui sont pour la plupart aussi confrontés à des précarités sociales, sans emploi, etc. D'ailleurs, c'est ces situations qui, quelque part, les poussent vers la consommation. À ce niveau, nous accompagnons véritablement pour permettre à la personne d'avoir une qualification, de pouvoir se prendre en charge et effectivement de se réinsérer au niveau social. Voilà un peu le service que nous offrons, indépendamment des services d'animation qu'on fait quotidiennement au centre au profit des jeunes dans le cadre de la prévention également. Cheikh Diop, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du centre Jacques Chirac de Thiaroye. Sud FM, chez vous, à tout instant. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour et bienvenue. Info Santé, c'est sur le programme de sensibilisation de la division de l'assainissement contre la Covid-19 et les recherches sur la détection du virus dans les eaux usées et boues de vidange. C'est avec notre invité Ababakar Mbaye, le directeur de l'assainissement, interrogé par Birama Ndiaye. Ababakar Mbaye, bonjour. Vous êtes le directeur de l'assainissement au ministère de l'assainissement et de l'eau. Quelle approche communautaire en assainissement contre la Covid-19? Merci beaucoup Birama. Le ministère, à travers la direction de l'assainissement, mène des activités de sensibilisation à travers la population, surtout en milieu rural, mais surtout évidemment dans le cadre de l'approche qu'on appelle l'assainissement total piloté par la communauté. Alors cette approche évidemment a une importance capitale parce qu'évidemment on sait que c'est une approche dans le cadre du développement communautaire qui permet de conscientiser les populations donc sur les conséquences de la défécation à l'air libre en milieu rural notamment. Cette approche incluant toutes les couches de la communauté arrive à faire abandonner évidemment la population des mauvais comportements et pour aller à la réalisation de toilettes, c'est-à-dire de la familiale, incluant des dispositifs de lavage de mains et qu'ils réalisent par leurs propres moyens. Et ça va aussi dans le sens tout simplement de lutter contre l'insalubrité, mais aussi de promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène. Et il faut noter que en réalité, les divisions régionales d'assainissement, à tout moment, ils s'activent évidemment dans ces sensibilisations avec les communautés. Donc ceci pour permettre tout simplement à ce que ces populations rompent avec la défécation à l'air libre. Cette dynamique est renforcée par les gestes barrières, donc la lutte contre la propagation de la Covid-19 en milieu rural, surtout avec cette période de reprise des enseignements dans les écoles. Donc ceci évidemment en quelque sorte contribue bien, surtout tout simplement au bon comportement que évidemment les élèves, les enseignants, donc toute la communauté éducative doivent évidemment contribuer tout simplement dans bons enseignements qu'on va dérouler. Alors il faut se dire comme quoi que en réalité il y a évidemment au niveau de l'établissement ce qu'on appelle des dispositifs donc sanitaires qui sont les toilettes. Et puis quelles sont les actions en assainissement en post-Covid-19? C'est vraiment promouvoir une campagne de sensibilisation pré-hivernage pour éviter des situations d'assainissement assez critiques en utilisant la Covid-19.
Covid-19 comme argument pour renforcer la stratégie de plaidoyer auprès donc des ménages en vue d'un changement possible de comportement. Et le dernier point, c'est surtout au niveau de la recherche, parce qu'en réalité, au niveau international, au niveau mondial, on parle tout simplement donc de la détection, du suivi de ce virus-là, la Covid-19, dans les eaux usées et aussi dans les boues de vidange. Et en réalité, on a lu beaucoup de publications scientifiques qui parlent de ça. Donc actuellement, on est sûr comme quoi que ce virus, la Covid-19 et tant d'autres virus peuvent vivre au niveau tout simplement donc des eaux usées et au niveau des excréteurs. C'est pourquoi, au niveau national, une équipe de professionnels sénégalais s'active actuellement pour établir un protocole de recherche et qui évidemment va lier évidemment cette équipe-là avec par exemple des responsables de laboratoires spécialisés comme évidemment le laboratoire du professeur Mboup, donc qui va nous accompagner pour pouvoir faire ces analyses-là pour une détection, pour le suivi de l'évolution du Covid à travers donc les usés, à travers les boues de vidange. Ababacar Mbaye, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'assainissement au ministère de l'eau et de l'assainissement. Info Santé, c'est fini. Très bon week-end à tous. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. Affaire du meurtre de Binta Camara, la perpétuité requise contre Papa Lune Fall, le présumé meurtrier qui a fait face au juge ce vendredi. Meurtre d'un gardien de la grande mosquée de Touba dans la nuit du mercredi suite à une bataille. Le présumé meurtrier est arrêté et déféré par les éléments du poste de police de Ngouimbinde. Reprise des cours pour les élèves en classe d'examen au CEM Blaise Diagne. Des enseignants manquent toujours à l'appel. Aucun cours dispensé depuis hier pour certains élèves. Aucune explication n'a été donnée par l'administration de l'établissement à Sédhiou à cause des fortes pluies d'hier. Les cours n'ont repris que ce vendredi avec des séances de sensibilisation sur la Covid-19. L'état d'urgence n'a plus sa raison d'être. C'est une mesure inefficace face à la propagation du coronavirus dans le pays, selon l'Association sénégalaise des utilisateurs des TIC. La SUTIC, qui estime que la prorogation de l'état d'urgence n'est donc pas justifiée, invite le gouvernement à ne pas soumettre un projet de loi à cet effet. Le contradictoire et Info Santé ont complété cette édition mise en onde par Alassane Wade. Merci de nous avoir suivis et restez à l'écoute. Vous aurez tout de suite votre chronique Sud Éducation qui sera suivie de l'émission Almine Bar en compagnie de Oustaz Alioune Baye et Imam Sek.